Bonjour Betty, Bonjour Nicolas, bienvenue sur le podcast Comptoir IA. merci de m'avoir invité. Betty, je suis ravi de te recevoir. Donc Betty Gelin, tu es avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle et c'est génial que tu sois là. On est le jeudi 30 janvier 2025. Je le dis parce que en fait, l'IA, ça avance très très vite, il se passe en permanence des nouvelles choses. Même là, on parle de l'entrée en vigueur de l'AI Act. Tu vas nous en dire beaucoup plus, mais donc la date est intéressante et importante par rapport à ça. Je suis trop content que tu sois là parce qu'en fait, on se pose plein de questions. Moi, je fais des formations, donc j'ai fait une centaine de formations sur l'IA. Mes clients me posent des questions, que ce soit des agences, tout type d'entreprise, sur OK, l'IA, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on peut utiliser ces visuels? Est-ce qu'on peut les commercialiser? On a vu les deepfakes avec Brad Pitt, Tom Hanks, plein d'affaires comme ça. Il y a les AI Act. On va en parler avec le Sommet pour l'Action. Donc tout un tas de questions comme ça qui remontent de manière assez naturelle après 2 ans d'utilisation de l'IA générative. Et pouvoir avoir une spécialiste comme toi qui a pris le sujet dès le début, c'est excellent. Et je sais que cet épisode, il est hyper attendu. Écoute, merci beaucoup Nicolas pour ton invitation encore une fois. Et oui, effectivement, on va pouvoir parler de toutes ces questions-là puisque moi j'accompagne aujourd'hui principalement des entreprises qui sont dans la communication, la publicité, production, post-production audiovisuelle, dans le cinéma également. Et elles ont toutes pour point commun d'utiliser des outils d'IA génératifs pour créer. Ouais. Et moi, je les accompagne sur toutes les questions en fait, juridiques liées à la création via outils d'IA génératifs. Magnifique. Donc, Betty Gelin, et tu as donc ton propre cabinet. Vous allez voir, Betty va vous orienter et je pense que vous aurez tous envie de la contacter derrière pour qu'elle réponde à vos questions et que vous puissiez avancer sereinement sur l'utilisation, le déploiement de l'IA générative. Ouais. Pour créer des choses magnifiques, parce que tu m'as dit, Betty, que toi, en fait, tu es tombée dans la marmite de l'IA aussi, même en tant que utilisatrice il y a 2 ans, d'une certaine manière. Oui, effectivement. Alors moi, j'ai découvert Midjourney au tout début, quand les résultats n'étaient pas encore très satisfaisants. Mais je me suis tout de suite dit, il y a des enjeux de propriété intellectuelle qui valent le coup d'être explorés. Et moi, j'ai vu 2 grands enjeux, en fait, d'un point de vue juridique, avec cet essor des outils d'IA génératifs pour la création. Les 2 grands enjeux que j'ai vus, c'est on est en train de se réinterroger sur ce que c'est que créer. C'est quoi la création? Et d'un point de vue juridique, quand on traduit ça juridiquement, c'est sur quoi est-ce qu'on va aller octroyer un monopole d'exploitation. Le monopole d'exploitation, c'est droit d'auteur ou copyright. Et en fait, le monopole d'exploitation, c'est pour récompenser un effort créatif. Alors, en général, l'effort créatif, il est humain. Et là, aujourd'hui, les outils d'IA générative, ils nous font nous réinterroger sur ce qu'est l'effort créatif, sur quoi on octroie donc, ce monopole d'exploitation. Et la dernière fois que ça s'est passé, c'était avec la photographie. Oui. Parce qu'avec la photographie, on a pu d'un coup créer, simplement en appuyant sur un bouton. Et donc, on se retrouvait à avoir une création, mais qui résultait d'un clic et qui était simplement la copie de ce qu'il y avait derrière l'objectif. Donc en droit, il y a eu énormément de débats parce qu'on se demandait vraiment mais quel est l'effort créatif là-dedans? Et on a eu au fil du temps des jurisprudences qui sont venues nous expliquer que l'effort créatif dans la photographie, c'est le choix de la mise en scène, le choix des lumières, la pose du modèle, le choix de l'appareil aussi, les objectifs, etc., les retouches. Et aujourd'hui, on admet sans aucun problème la protection de photographie par du droit d'auteur, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le premier grand enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les outils d'IA générative, on est vraiment à ce stade où on essaye de redéfinir ce qu'est l'effort créatif quand on utilise un outil d'IA génératif. C'est super, super intéressant. Ouais. Donc ce système sur la photo, en effet, c'est évident. On voit très bien le parallèle en disant la photo par rapport à la peinture, quel est l'effort créatif, c'est beaucoup plus simple. Le système de droit sur la photo, il est en place, établi depuis combien de temps à peu près? Alors je pense à un arrêt vraiment fondateur sur la photographie qui date de 2011. De la Cour de justice de l'Union européenne. Alors que la photo remonte quand même, l'invention de la photo, après il y a l'argentique et tout ça, mais
mais ça remonte à quand même une centaine d'années, donc ça a pris un moment quand même. Alors, c'était protégé, c'est-à-dire qu'on avait déjà des décisions qui protégeaient les photographies, mais là, c'est vraiment l'arrêt Painter 2011, la Cour de justice de l'Union européenne qui nous explique, ok, la photographie, c'est original, par le choix justement de la mise en scène, etc. Ça nous donne une liste de tous les critères qui permettent de qualifier l'effort créatif humain. Donc ça, vraiment, voilà. Et juste pour terminer sur le deuxième enjeu moi, que je vois sur l'IA, et en tout cas du point de vue juridique et de la création, c'est en fait le bousculement de la chaîne de valeur dans la création. Et ça, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi beaucoup parce que tu en parles dans tes autres podcasts. En fait, aujourd'hui, la chaîne de valeur sur la propriété intellectuelle, ce que je disais, c'est le monopole d'exploitation, c'est-à-dire un droit d'auteur, ça donne lieu à des royalties. Or, quand on questionne l'attribution d'un droit d'auteur, on questionne aussi les royalties. Il y a aussi cette question de l'entraînement des modèles sur les données protégées. Ouais. Donc là, il y a vraiment la chaîne de valeur, en tout cas dans la création, est complètement bousculée. Et on parlait tout à l'heure du streaming aussi. Ouais. Il y a eu effectivement, il y a quelques années, ce même bouleversement dans le streaming, et c'est un milieu que je connais très bien puisque moi j'ai commencé à Londres dans l'industrie de la musique. Et donc on a des acteurs comme Spotify, Deezer, Apple Music qui ont complètement créé un nouveau modèle économique. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer aussi un nouveau modèle économique sur cette chaîne de valeur dans l'IA générative et la création. Ouais. Et ce nouveau modèle économique du streaming, ça a mis un moment quand même à arriver aussi. Hein. Ça s'est construit sur presque deux décennies, quoi. Ouais. Mais c'est super, merci beaucoup Betty. Rien que cette notion dont tu parles du monopole d'exploitation, je ne la connaissais pas et je trouve ça fascinant. Ça me fait penser, moi, souvent à un exemple que je donne régulièrement, qui est le théâtre d'opéra spatial de Jason Allen, qui a gagné un concours photo donc il y a 1 an, avec une œuvre qui est sublime, un théâtre d'opéra spatial. En plus, le titre est français, donc c'est assez génial. Et donc on voyage dans cette œuvre. Elle n'est pas encore photoréaliste parce que c'était il y a 1 an, il y a un peu plus d'1 an, mais il gagne son concours photo. Et depuis, il essaye de faire copyrighter cette œuvre. Ça lui a été refusé. Jason, il dit « J'ai passé 90 heures à prompter, donc j'ai fait un vrai effort créatif dont tu parles. » Et ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on lui dit « Oui, mais cette image, Jason, cette photo, elle est générée par la machine et elle n'est pas édité derrière, donc c'est une création de la machine, et donc tu ne peux pas la copyrighter. Et je pense qu'il y a donc une question de curseur à trouver par rapport à ça. C'est exactement ce que tu dis, il y a cette question de curseur, et en fait aujourd'hui on en est au tout début. Ouais. Donc effectivement, là, ce dont tu parles, il y a aussi cette décision très connue de Copyright Office américain en 2023 sur cette BD, Zarya of the Dawn, je ne sais pas si tu as entendu parler. Pareil, refus du copyright parce que généré exclusivement par Midjourney. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une attribution partielle de copyright sur tout ce qui était généré à la mano, c'est-à-dire pas via Midjourney, donc les dialogues de la BD. Par contre, tous les visuels avaient été générés exclusivement par Midjourney. Refus du copyright. Wow. Depuis, on a quand même quelques décisions de l'Office américain du copyright. Alors, je me permets une petite digression, mais le copyright et le droit d'auteur, c'est pas exactement la même chose. Et donc, si aux États-Unis on a un office américain du copyright, c'est parce qu'en copyright on doit enregistrer son droit, ce qui n'est pas le cas en droit d'auteur. On n'a pas d'office français du droit d'auteur. Donc c'est des petites distinctions, mais voilà. C'est la même discipline, mais donc en France et aux États-Unis, mais ce que tu nous dis, c'est que ça fonctionne différemment. Ça fonctionne différemment, et la philosophie du copyright, elle n'est pas exactement la même que celle du droit d'auteur. Le copyright, c'est la protection économique de l'œuvre. Le droit d'auteur, c'est la protection de la personne de l'auteur. Alors les finalités sont exactement les mêmes, etc. Mais il y a des petites subtilités entre les deux droits. Donc quand on est un peu précis, moi je parle de droit d'auteur en France et copyright pour les pays anglo-saxons. Mais merci beaucoup pour la distinction, Betty. Bien sûr, c'est hyper important. C'est un peu rigide, mais voilà. Et donc pour revenir sur ces décisions-là, en fait, effectivement, donc il y a eu ces décisions de refus de copyright au début parce que entièrement générées par Midjourney, et peu importe les centaines de prompts, les milliers de prompts, l'Office américain du copyright ne voulait rien savoir. Aujourd'hui, quand on regarde, on a d'autres décisions qui infléchissent un petit peu cette tendance et qui commencent à comprendre, à prendre en compte l'effort créatif. Et là, tu nous parles de jurisprudence, en fait, c'est ça, à l'américaine un petit peu, quoi, d'accord. Mais
alors les jurisprudences à l'américaine, effectivement, mais il va y en avoir en France aussi. Il y en aura en Union européenne, on en a en Chine. En Chine, on a par exemple une attribution de droits d'auteur sur des contenus qui ont été générés exclusivement par IA. Donc voilà, donc ça va dépendre aussi des pays, mais je suis assez convaincue qu'on va aller vers une uniformisation de toutes ces jurisprudences dans le monde. Ouais. Ah ouais, mais c'est toute la difficulté, quoi. Uniformisation, harmonisation internationale. Moi, je pense que ça peut être compliqué, que ça peut prendre du temps. Il me semble presque même que, et c'est toi qui sais mieux que ça que moi, mais que le Japon a plutôt dit qu'eux, en fait, ils ne mettraient pas de copyright sur l'IA générative. Voilà. Oui. Alors, effectivement, ça va dépendre un peu des pays, ça va peut-être prendre un peu de temps. Toujours est-il que je ne vois pas vraiment ce qui justifierait qu'on refuse catégoriquement une protection, un monopole d'exploitation sur des contenus qui sont générés par IA. Parce qu'en fait, on va avoir un problème au niveau de la monétisation de ces contenus après. Si tu veux, j'ai un exemple. En 2023, je me souviens de Grimes, la chanteuse, qui tweetait qu'elle trouvait ça génial d'être fusionnée avec une machine et qu'en fait, elle s'en foutait du copyright. Elle disait, moi, je dois kill copyright, donc de tuer le copyright, elle trouvait ça cool. Et ensuite, elle ajoutait que elle partagerait ses royalties à 50% avec quiconque créerait un bon morceau en imitant sa voix par IA. Oui. Sauf que là, je trouve que c'est un très bel exemple parce qu'il y a un sort de non-sens juridique dans ça, parce que quand on parle de tuer le copyright, on ne peut pas ensuite parler de royalties. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de royalties. Oui, c'est vrai. Là, c'est vrai. Voilà. Tu nous fais un peu une mise en abîme, là. En effet, c'est perturbant, tout à fait. Ouais, donc tu vois, je pense qu'en partant de là, en fait, on va aller vers une protection des créations qui sont générées par IA. Mais il va falloir pouvoir caractériser l'effort créatif humain. Bien sûr. Et qu'il soit dans le prompt, dans plein de choses. On n'est pas au bout de ce qu'on peut faire avec l'IA en termes de création, mais je suis convaincue qu'on va aller vers ça. Ouais. Merci Betty. Ton exemple de la photo, il est excellent. En vrai, c'est la dernière révolution artistique majeure qu'on pouvait comparer par rapport à ça. On comprend très bien le temps qu'on met à faire une photo. Bon, après, on peut la développer et tout ça, mais le temps qu'on met à faire une photo par rapport à peindre un tableau, je vois tout à fait la différence. Et de l'autre côté, ce qu'on sait, c'est que l'IA générative aujourd'hui permet de générer énormément de visuels, tout comme la photo a permis de générer énormément de photos. On parle même sur l'IA générative, 15 milliards d'images générées en 1 an et demi, entre début 2023 et mi-2024. Ce qu'on disait, c'est qu'il avait fallu 150 ans à la photographie traditionnelle pour générer autant d'images. Et donc là, ça va être très important de pouvoir transposer ça encore à l'IA générative, trouver le bon curseur. Betty, revenons juste sur un point, notre question traditionnelle. Donc tu es utilisatrice de Midjourney, mais dans ton quotidien, quels sont les outils d'IA générative que tu utilises le plus et de quelle manière ? Ouais, alors utilisatrice de Midjourney, plus beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ont des conditions d'utilisation qui ne me satisfont pas. Après, alors au quotidien, j'utilise pas énormément l'IA. ChatGPT, non ? ChatGPT, j'utilise pas. Moi, je suis plutôt team Claude et Perplexity. Très bien, d'accord. Donc j'utilise Perplexity pour faire de la veille juridique parce que c'est pratique, c'est sourcé et ça j'aime bien. Bien sûr. Claude, de temps en temps, je l'utilise en mode explanatory pour m'aider un peu à comprendre des notions très techniques dans l'IA et me donner surtout des sources de papiers de recherche à pouvoir aller lire par moi-même, etc. J'utilise aussi beaucoup Motion qui est un calendrier intelligent, donc qui m'aide à organiser mes tâches. Et donc j'ouvre mon calendrier le matin et je vois ce que j'ai à faire en fonction des deadlines. Je ne me pose même pas la question. T'appelles ça comment ? Motion AI, ouais. Ah, je ne connaissais pas, d'accord. Calendrier intelligent. Ouais, okay, super. Et ça c'est génial parce que voilà, tous les matins j'ouvre ça et j'ai toutes mes tâches qui sont listées. Je ne travaille pas pour eux, mais voilà, c'est vraiment Motion chouette. Et pas Notion, pas on est bien d'accord. Okay. Motion avec un M. Et alors par contre, je n'utilise pas l'IA pour faire du droit. Parce que aujourd'hui, tous les modèles que j'ai pu tester m'ont terriblement déçu, en tout cas dans le droit, parce que je trouve qu'ils ne sont pas capables d'appliquer le droit à une situation. C'est-à-dire qu'ils vont donner des réponses qui en plus parfois sont complètement erronées.
Et les modèles aujourd'hui n'ont pas cette capacité d'appliquer le droit à une situation précise. Parce qu'en fait, le droit, c'est bien de savoir le droit. Mais en fait, ce qui fait qu'on est un bon avocat, un bon juriste, c'est qu'on arrive à comprendre le contexte et à appliquer le droit d'une certaine façon pour servir le client. Mais aujourd'hui, les modèles... Un modèle comme Claude, tu veux dire qu'il ne localise pas forcément non plus le droit si tu lui dis tu es avocat en France sur tel sujet, peut-être que c'est une question de prompting, mais tu vois des limites alors. Je vois des limites, c'est-à-dire qu'en tout cas sur mes sujets, quand je lui pose des questions un peu pour le tester sur, par exemple, est-ce que les créations qui sont générées par IA sont protégées par le droit d'auteur, il va me donner des réponses qui sont fausses encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des limites. Après, peut-être pas dans tous les domaines du droit. Le mien est assez avant-garde, donc peut-être qu'il n'y a pas encore de données qui permettent d'entraîner le modèle à donner les bonnes réponses. Mais voilà. On va avoir. Moi, je pense qu'on va y arriver, tu vois. Alors après, je suis pas avocat, donc ni juriste, donc je me rends pas compte complètement. Mais de plus en plus, tu vois, moi, sur des tâches administratives à la limite du droit, je t'avoue que de temps en temps, je fais, et j'espère que ça sera pas à mes dépens, que je fais confiance un petit peu à l'IA et à Claude comme toi. Mais tu as quand même une utilisation assez avancée, je pense. Enfin, Claude, Perplexity, tu vois, c'est quand même des standards du marché. Donc c'est super. Betty, l'autre question, donc pour entrer vraiment dans le vif du sujet, c'est sur l'IA. Merci de nous partager en tout cas donc, ces outils. Et sur l'IA, donc, à la base, c'est le copyright, on peut dire, on en parlait à l'instant, il n'a pas été respecté. Les modèles, OpenAI le premier, ils se sont servis sur ce qu'il y avait sur Internet. Alors, excuse-moi, je reviens un tout petit peu en arrière, j'allais te dire, est-ce que tu utilises DeepSeek ? Non, je n'utilise pas Est-ce que tu l'as téléchargé ? Je ne l'ai pas encore téléchargé, c'est tellement nouveau. Parce qu'il y a quand même première application sur les stores des applications. J'ai vu, ça dépasse OpenAI, c'est fou. Incroyable. Oui. Alors du coup, pour rebondir sur cette actualité, et justement ce que tu disais sur l'entraînement des modèles sur des données qui sont protégées, c'est drôle effectivement de lire aujourd'hui Sam Altman qui se plaint que DeepSeek se sont entraînés sur ces jeux de données, puisqu'en fait on parle là de données qui ont été pillées en fait sur le web. C'est ça aussi le mot quand on utilise des données et qu'on n'a pas le droit de le faire. Une énorme avancée technologique quand même, c'est LLM. Si on avait dû demander la permission à tout le monde, franchement, on n'en serait certainement pas encore là, je pense. Et je pense que ça t'évoquait avec ça. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait sur Internet sans demander la permission à personne. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on a quand même pas mal de procès qui sont en cours. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter là-dessus, c'est la différence entre, par exemple, ce qui se passe aux US et en Union européenne là-dessus, sur la réglementation. Donc on a pas mal de procès aujourd'hui, le New York Times qui a attaqué OpenAI et Microsoft, on a en Angleterre Getty Images contre Stability, enfin, on peut vraiment en citer beaucoup. Et c'est toujours des procès qui portent sur les mêmes choses, c'est-à-dire l'entraînement des modèles sur des données protégées en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tant de procès que ça aujourd'hui en Union européenne, parce qu'en Union européenne, la réglementation elle est un peu différente. On a ce qu'on appelle une exception de text et data mining en Union européenne, qui a été votée en 2019, donc avant l'essor, en tout cas la mise à disposition des systèmes d'IA générative au public. Et en fait, cette exception pour fouiller des textes et de données, elle autorise, sous réserve d'un opt-out des auteurs, elle autorise l'entraînement des IA, des modèles d'IA sur des données protégées par le droit d'auteur. Sous réserve du respect d'un opt-out, c'est-à-dire qu'en fait, les auteurs, s'ils n'expriment pas leur refus que leur modèle s'entraîne sur leurs données, en fait, on présume qu'ils sont consentants. Et ça, c'est une spécificité en Union européenne qui n'existe pas, par exemple, aux US. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'entends beaucoup de gens qui disent qu'on surrégule en Union européenne, etc. Mais ça, par exemple, c'est un bel exemple finalement d'un laxisme par rapport à, en tout cas, qui permet le développement de l'IA et qui n'y a pas encore aujourd'hui dans la loi aux US. Ok. Je pensais qu'il y avait un truc un peu aux US, tu sais, qui te donnait la possibilité de prendre un peu les données. Si c'était par exemple à des fins de recherche, tu sais, de recherche scientifique,
que d'une certaine manière, ça te donnait une forme de dérogation par rapport à ça. Ouais, alors ça, on l'a en Union européenne aussi, donc c'est la text and data mining en fait à des fins de recherche. On a deux exceptions. Okay. Aux États-Unis, je n'en ai pas entendu parler, donc tu vois, c'est peut-être une notion qui est finalement plus européenne qu'américaine. Oui. Alors, Betty, j'ai plein de questions à te poser. Une pour aller direct dans le vif du sujet, c'est, parce que j'attends beaucoup d'infos de toi là-dessus, c'est l'assistant de réunion. Moi, je dis souvent, pour moi, il y a sur une suite d'IA de productivité, une suite bureautique de l'IA, il y a ChatGPT ou Claude, un LLM, il y a Perplexity sur la recherche, et pour avoir vraiment un truc très puissant, il y a pour moi un assistant de réunion aujourd'hui aussi. Assistant de réunion comme Fireflies, Nuta, Mojo, que j'ai déjà reçu ici. Toutes ces solutions, il y en a un paquet, ça se commoditise, ça se verticalise un petit peu, mais cet assistant de réunion, moi personnellement, je considère que ça me fait gagner 30% de temps par semaine. Et c'est ce que j'ai vu dans mes équipes de mon entreprise de formation, My Connecting IA. 30% de temps par semaine, c'est colossal. Qu'est-ce qu'il fait l'assistant de réunion? Il enregistre nos réunions, il prend la voix et ensuite il fait un transcript. Et après, avec cette solution directement ou avec un LLM, ChatGPT ou Claude, on fait tout ce qu'on veut. On en fait un compte rendu, une proposition commerciale, on travaille dessus en 2 secondes. On gagne un temps incroyable, on a une mémoire infaillible. Cet assistant de réunion, Betty, tu connais ça. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Est-ce que je suis obligé de prévenir les gens en face de moi dans cette réunion qu'il est là ou pas? Comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ça? Parce que je pense que dans quelques mois, pour moi, tout le monde va l'utiliser tellement on gagne du temps. Toi, tu l'utilises ou pas? J'utilise, moi j'ai Zoom, effectivement, il y a un bel assistant de réunion sur Zoom. Et je demande systématiquement l'accord des personnes qui sont avec moi en call. Donc tu démarres un call, tu dis, est-ce que vous êtes d'accord? Alors moi c'est pour 2 raisons. La première, c'est que moi je suis soumise au secret professionnel. Donc toutes les conversations qu'un client va avoir avec moi, elles sont confidentielles. Donc si je veux pouvoir les enregistrer, déjà il faut que je prenne les précautions nécessaires pour que ce soit dans la confidentialité la plus totale. Et pour la deuxième raison, et ça c'est une raison qui concerne tout le monde et pas que moi, c'est qu'en fait l'enregistrement des réunions, c'est un traitement de données à caractère personnel. C'est-à-dire que tu vas traiter en fait déjà la voix de la personne, qui est une donnée à caractère personnel, mais en plus on peut avoir tout ce qui est en fait secret professionnel, secret des affaires. Parfois on va aborder des sujets qui sont très confidentiels dans les calls. Et donc pour toutes ces raisons-là, oui, il faut notifier. Mais alors j'ai vu qu'il y avait maintenant les assistants qui envoyaient des emails avant. Qui demandaient justement le consentement. Tout à fait. Moi, j'utilise depuis 18-24 mois. Au début, ce n'était pas le cas. Même, ils font une notification pendant la réunion pour se présenter, s'annoncer. Tu as raison. Et ce n'était pas le cas. Voilà. Non, mais ça, c'est très important parce que... Et puis même, je trouve qu'en termes de transparence, tout simplement, c'est quand même agréable juste d'être au courant que la réunion, elle est enregistrée, que potentiellement tout est retranscrit, etc. Parce que c'est aussi de la transparence, en tout cas dans les relations avec les clients, etc. Donc tu dis qu'on est tenu de demander le consentement de la personne en face. Pour faire ou des personnes en face. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, pour faire un traitement de données à caractère personnel, il faut être sur ce qu'on appelle une base légale. Et il y a 6 bases légales différentes, mais là, en l'occurrence, celle à laquelle on pense pour ce traitement-là, c'est le consentement. D'accord. Voilà. Écoute, c'est super intéressant parce qu'après, moi, j'enregistre même, tu vois, des réunions physiques, tu vois, que je vais ensuite en format MP3 avec mon dictaphone de mon iPhone, MP3, et je l'upload ensuite dans mon Fireflies qui me fait ensuite mon assistant de réunion et tout ça. Après, moi, j'ai des réglages sur mon assistant de réunion, et ça, c'est du bon sens. Moi, j'ai des réglages qui font que tout ce que je reçois sur ma réunion, la personne en face de moi reçoit la même chose. Tu vois, je considère qu'il y a un côté fair, équitable, et ce qui me permet, tu vois, de présenter aussi la chose de manière assez réglo, quoi. Tu vois. Oui, on peut effectivement régler pour que tout soit envoyé automatiquement. C'est très bien. Voilà, mais c'est vrai que l'obligation vraiment, c'est de notifier, d'informer et de demander le consentement, quoi. Ça, je pense que tu vois, il va falloir que les gens s'habituent à travailler avec ces outils parce que je vois plein de gens, tu vois, qui ne les ont pas encore utilisés pour eux directement, mais qui ont été dans une réunion où ils ont vu cet assistant de réunion
Ils ne savaient même pas à qui c'était, ils étaient un petit peu pris au dépourvu. Hein, tu vois. Et je pense qu'effectivement, on est pris au dépourvu. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai déjà interagi, il m'est déjà arrivé d'interagir au téléphone ou via LinkedIn avec des IA sans en être informé. Et en fait, quand on n'est pas informé et qu'on s'en rend compte au bout de 2 messages ou au bout d'1 minute au téléphone qu'en fait, on est avec une IA à l'autre bout du fil, c'est vrai que c'est pas forcément très agréable et de toute façon, enfin aujourd'hui avec l'IA Act, il y a cette obligation de transparence, c'est-à-dire qu'une des obligations de l'IA Act, c'est à partir du moment où on interagit avec une IA, on doit être au courant qu'on interagit avec une IA. Ok, ça c'est fort. Et ben tu vois, c'est ce qui me fait ma transition parfaite, Betty, parce que donc je voulais te parler maintenant de l'AI Act. Vaste sujet, moi qui me fait peur, j'ai essayé de m'y mettre un petit peu. J'ai retenu l'approche par les risques, tu vois, et que je trouve intéressante à la base, mais en soi, je t'avoue que je suis complètement paumé sur les obligations qui en découlent, l'entrée en vigueur, ce qu'on risque ou pas, est-ce que ça peut être assoupli? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur justement quand est-ce que ça rentre en vigueur et qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises, cet AI Act? Oui, bien sûr. Alors l'IA Act, il est en vigueur depuis août 2024, mais en fait, les obligations, il y a des phases en fait dans l'application. Donc là, à partir du 2 février 2025. Donc dans 3 jours, quoi. Voilà. Première série d'obligations qui vont devenir donc obligatoires. C'est l'interdiction des systèmes d'IA qui présentent un niveau de risque qu'on considère comme inacceptable. Parce qu'en fait… le niveau 5, là. Voilà, en fait, l'IA Act, c'est vraiment… il faut aussi, moi, je le vois comme les valeurs qu'on veut défendre en Union européenne, en tout cas dans le cadre du développement de l'IA, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on considère comme présentant des risques inacceptables, c'est les systèmes d'IA qui vont aller faire de la manipulation d'êtres humains. Ça va être du scoring social, ça va être de la surveillance biométrique de masse. Un peu tout ce qui nous fait peur à la chinoise, quoi, d'une certaine manière. En fait, voilà, c'est-à-dire que quand on regarde des documentaires de ce qui se passe en Chine, etc., voilà, c'est plus ou moins ce genre de système d'IA-là qui sont aujourd'hui interdits, en tout cas qui seront interdits à partir du 2 février en Union européenne. Ok, bon, donc ça c'est une très bonne chose en fait, hein, parce que franchement, on est tous d'accord avec ça, quoi, tu vois. A priori, moi je sur un modèle démocratique, tu vois. Il y a une autre obligation aussi à partir du 2 février qui va entrer en vigueur, c'est l'article 4 du RIA, AI Act. En fait, c'est l'obligation de ce qu'on appelle la maîtrise de l'IA. C'est-à-dire que ça va s'appliquer à tous les fournisseurs et les personnes les entreprises qui déploient des systèmes d'IA sur le territoire de l'Union européenne. C'est une obligation en fait d'être en maîtrise du système d'IA, c'est-à-dire de pouvoir expliquer pourquoi le système d'IA prend telle ou telle décision et de pouvoir le justifier. C'est pour éviter le phénomène des boîtes noires que tu dois connaître sur l'IA et finalement le développement de l'IA qu'on ne maîtriserait pas, que l'humain dont l'humain finirait par perdre la maîtrise. Voilà, donc ça fait partie des obligations qui vont être applicables à partir du 2 février prochain. Et puis en août… Donc ça, c'est de l'explicabilité du modèle. Oui, absolument. Okay. Ouais, c'est ça. Ok, mais comme ça me semble pas évident, dans le sens où je pense que la boîte noire, elle est l'explicabilité, l'interprétabilité du modèle. Enfin, selon moi, tu vois, ne sont pas forcément des sujets sur lesquels même les labos de recherche sont vraiment au clair. Non, côté OpenAI, Anthropic, les plus avancés. Oui, bien sûr, mais ça fait aussi partie des très grands risques inhérents à l'IA, en fait, au système d'IA. Donc c'est vrai que ça, on essaie de maîtriser ça avec le RIA. Et puis, à partir de août, on va avoir d'autres séries d'obligations qui vont commencer à être applicables, août 2025. On va déjà avoir les sanctions qui vont commencer à pouvoir être appliquées, prononcées. Et puis aussi, on va avoir toutes les obligations relatives au système d'IA à usage général. Alors ça, on parle en fait typiquement de ChatGPT, des IA génératives, etc. Et il y a cette obligation, en tout cas pour moi en ce qui me concerne sur la propriété intellectuelle, de résumé détaillé des datasets qui permettent d'entraîner les IA génératives. Alors Betty, là-dessus, super, ça c'est top, parce que j'ai une amie que j'ai reçue sur le podcast, Anaïs qui est extra VC, donc chez Iris, qui m'a parlé de ça.
un message d'alerte. Elle me dit qu'elle travaille avec France Digital sur une consultation de l'UE sur l'AI Act et elle me disait c'est un énorme problème pour les entreprises de mon portefeuille qui sont des startups qui travaillent sur des modèles de startups d'IA générative. Les ayants droit de copyright demandent une interface à la Google pour chaque dataset. Donc c'est comme si chaque boîte de mon portefeuille devait recréer un mini Google, ce qui est donc très 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 compliqué dans les faits à mettre en place. Oui, alors effectivement, cette obligation, elle est lourde. Elle est lourde. On va avoir un modèle de ce qu'est un résumé suffisamment détaillé au sens du règlement qui va être publié, qui a déjà été publié et qui va être fine-tuné pour être opérationnel à partir d'août. Mais on aura un modèle. Est-ce que ce sera un mini Google? Non. A priori, c'est pas le modèle qui est retenu. Mais en fait, l'idée derrière ça, c'est de s'assurer qu'on a des preuves de l'entraînement des IA, parce qu'en fait, le grand sujet aujourd'hui dans tous les procès dont je parlais tout à l'heure, donc où on argue que finalement les modèles d'IA sont entraînés sur des données copyrightées, protégées, et on n'a pas le droit en fait de les utiliser pour l'entraînement. Le grand problème dans ces procès-là, c'est la preuve. Il n'y a pas vraiment de preuve aujourd'hui. C'est très difficile d'établir la preuve des données sur lesquelles un modèle a été entraîné. Et ça, ce résumé suffisamment détaillé, ça vise à parer ce problème probatoire, en fait, ce problème de preuve. Voilà. Donc, mais effectivement, c'est lourd. OpenAI, je crois, a perdu une partie de ses sources d'entraînement il y a quelques temps, là, il me semble. C'est vrai, je n'étais pas au courant. Non, mais donc le circuit de la preuve, je pense qu'il doit être très compliqué. Les modèles ne stockent pas les données, ils les retransforment, ils s'en inspirent et après derrière ils les transforment. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une valeur, c'est-à-dire que ces données-là, elles ont une valeur quelque part et dans le cadre de ces procès-là, voilà, c'est important d'avoir les preuves. Et tu vois, je pensais justement à Suno tout récemment, donc cette IA qui permet de générer des contenus audio. Suno, donc il y a de la musique, Suno et audio, mais Suno le leader, qui vaut $1 milliard, mais qui a plein de procès en cours avec les majors. Voilà. Suno, vous pouvez générer donc un morceau de musique en 2 secondes avec un prompt. Et de grande qualité maintenant. Voilà, et alors là, tout récemment, le dernier procès en date, il est en Union européenne et c'est l'équivalent de la SACEM, donc Société de collection répartition de droits d'auteur en Allemagne, la GEMA. Alors, je ne connais pas l'acronyme en allemand, mais voilà. Qui a attaqué Suno là, tout récemment, il y a quelques jours. Pareil, sur ce même fondement, c'est-à-dire entraînement des modèles sur des pistes audio qui appartiennent en fait à GEMA, enfin, c'est-à-dire qui appartiennent, qui sont le fruit de la production d'auteurs qui sont représentés par GEMA. Et ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est ce problème de preuve. Alors là, sur Suno, ça va être un cas assez intéressant. Je ne sais pas si tu connais Ed Newton Rex, Fairly Trained, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est des artistes Ouais, en fait, Fairly Trained, c'est une organisation qui permet de certifier l'entraînement de modèles, c'est-à-dire... alors c'est un ancien de Stability AI qui a créé ça, donc dans la Silicon Valley, là aujourd'hui. Et donc il permet donc de certifier l'entraînement des modèles. Entraînement juste, d'accord. Voilà. Bien sûr. Et lui, il a réussi, en tout cas aujourd'hui, il nous dit qu'il a des preuves de l'entraînement de Suno sur des contenus qui sont protégés, en l'occurrence des contenus qui appartiennent à des auteurs représentés par GEMA. Donc à voir comment ça se passe dans le cadre de ce procès, mais je pense que ça va être assez intéressant sur la preuve. Ouais. Super intéressant. Suno, c'est un énorme cas. La musique et les droits, c'est toujours un énorme sujet. J'ai écouté un podcast avec le fondateur de Suno récemment. Et écoute, il disait quelque chose que je trouvais quand même assez juste. C'est oui, il va falloir trouver la bonne manière de redistribuer la valeur. Il y a plein de procès en cours. Mais aujourd'hui, par rapport au sens de l'histoire, si on pose la question aux gens, en tout cas si tu me la poses à moi, est-ce que tu as envie que Suno existe pour la création musicale et la rendre accessible à tout le monde sans avoir à taper le solfège ou toutes les complexités de la création musicale? La réponse pour moi c'est oui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis content que Suno existe en tant qu'utilisateur, comme je suis content d'avoir accès à ChatGPT. Je pense que c'est important de voir les choses aussi comme ça dans cette fin technologique et produit qui nous plaît en tant que société.
Oui, oui. Ben, alors après, ça rejoint un petit peu pour moi ce que je disais en tout début de podcast, c'est en fait cette idée de se réinterroger sur ce que c'est que créer, en fait, qui sont les créateurs aujourd'hui aussi. Tout à fait. La création est accessible à tout le monde. Ouais. Et c'est ça la magie de ces outils. Voilà, mais c'est quel type de création aussi? Parce que est-ce que finalement c'est créer en refaisant, en utilisant exclusivement ce qui a déjà été fait ou pas? Enfin, il y a quand même beaucoup de questions et je pense qu'on écoute tout début de ça, donc on n'a pas beaucoup de recul encore sur tout ce qui se passe. Ouais. Betty, finissons sur l'AI Act. Donc tu nous as parlé des sanctions, on en était aux sanctions là, en août, et après il y a encore un calendrier ou... Oui, alors l'application pleine et définitive de toutes les obligations qui sont liées à l'AI Act, ce sera en 2026. Okay. Voilà. Donc on a encore un peu de temps, mais effectivement plus non plus énormément, il faut commencer à être en conformité. Alors, je te disais, moi j'ai quand même une petite peur là, que j'ai depuis tout à l'heure. J'étais sur un salon, j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté une offre de mise en conformité, tu vois, sur l'IA générative. En pointant vraiment, ils sont arrivés, ils m'ont donné un prospectus, ils m'ont dit « Urgent, 2 février 2025 ». Et donc, risque de pénalité, 7% du CA, du chiffre d'affaires, 35 millions d'euros d'amende. Et ça me fait un peu peur. Je vois un petit peu des risques de dérive, tu vois, de boîtes qui vont se monter comme ça de manière opportuniste, en faisant un peu peur aux entreprises et en les menaçant de ce risque de sanction. Et je pense qu'il faut faire attention à ça aussi. Alors oui, il faut faire attention à ça. Après, il faut voir parce que par exemple, les avocats, nous, on a des obligations déontologiques. Par exemple, ce genre de choses-là, faire peur aux clients pour avoir des clients, on n'a typiquement pas du tout le droit de le faire. Donc, si vous vous entourez d'avocats, a priori, il n'y aura pas ce risque-là sur la mise en œuvre de l'IA Act. Mais bon, oui, c'est bien sûr toujours, c'est toujours des opportunités de compliance, etc. Bon. Mais pour revenir quand même sur l'IA Act, une des obligations qui sera en vigueur avec l'IA Act, c'est quand même, par exemple, de marquer tous les deepfakes. Et je reviens sur l'interdiction de la manipulation. Là, j'ai travaillé moi sur le sujet des systèmes d'IA qui offrent des répliques de personnes qui sont décédées. Qui sont aujourd'hui très très populaires en Chine, mais qui arrivent par chez nous. Et en fait, on pense là à la manipulation qui pourrait avoir lieu en fait dans le cadre de ce genre de système d'IA. Je pense aussi à Replica, énorme sujet Replica. Énorme sujet, mais c'est un sujet qui est réel. On a un adolescent là il n'y a pas très longtemps aux États-Unis qui s'est suicidé pour rejoindre son ami Replica. Voilà, il y a des vrais problèmes, il y a des vrais sujets en fait éthiques qui sont là, qui sont sur la table aujourd'hui. Et bien sûr. Et ça fait partie des préoccupations, notamment dans l'IA Act. C'est sûr. Ces avatars sur Replica, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de dizaines de millions de personnes qui ont des relations très poussées avec Replica. Ça fait peur. De temps en temps, ça peut être intéressant pour l'isolement, lutter contre l'isolement, mais ça fait aussi extrêmement peur parce qu'on peut avoir des personnes qui, au contraire, se renferment ou des personnes qui sont fragiles et qui restent un peu bloquées comme ça avec leur avatar. Y a ça, un avatar qui devient leur confident, qui connaît tous deux et qui est de plus en plus réaliste. Exactement, et on pense à la manipulation qui peut avoir lieu dans ce cadre-là. Évidemment. En fait, un confident qui va nous souffler quelques idées bien senties, etc. C'est quand même... Betty, autre sujet super important sur lequel on veut tes lumières, et c'est ta spécialité, c'est pour les agences, pour les marques aussi, pour les créateurs. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est une agence quand on veut utiliser l'IA? Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser, l'IA? Est-ce qu'on a le droit de vendre quelque chose qu'on a réalisé avec l'IA? Comment on fonctionne par rapport à ça?
Alors, Sachant que souvent, il y a une mode, aussi. Hein. Les marques demandent même aux agences d'utiliser l'IA. Donc il y a plein d'attentes par rapport à ça, tout le monde l'utilise, mais en vrai, j'ai l'impression que plein de personnes ne savent pas ensuite ce qu'ils ont le droit de faire ou pas, comment ils peuvent monnayer ou pas et tout ça. Ouais, et très souvent, la responsabilité de ce qu'on peut faire ou pas avec l'IA, elle va ensuite reposer sur l'agence. Quels sont les risques derrière? Alors, sur l'utilisation de l'IA, ce qui est important, c'est de regarder en premier lieu les conditions d'utilisation des services. On va voir déjà si on peut utiliser commercialement ou pas les résultats. D'accord. Il faut aussi vraiment faire attention à la confidentialité des inputs et des outputs parce que, notamment dans le cas des agences, elles vont travailler sur des contenus qui sont envoyés par leurs clients. Et ça, il faut savoir que quand on les met en contenu source dans des outils d'IA générative, dans la plupart des cas, la confidentialité de ces contenus est perdue. C'est-à-dire que l'outil d'IA générative va pouvoir ensuite réutiliser les contenus, les céder, etc. Et donc la confidentialité du contenu est perdue. Okay. Et ça, je vais aussi parler de ça parce que il faut absolument le consentement de la personne qui est propriétaire d'une donnée avant de l'utiliser en contenu source dans un outil d'IA. En gros, pour faire simple, on n'a pas le droit aujourd'hui d'utiliser en contenu source, en input, un contenu qui ne nous appartient pas dans un outil d'IA générative. Voilà, donc ça, alors effectivement... là, je peux te dire, malheureusement, je ne veux pas me balancer, mais je pense que je l'ai déjà fait. Oui, je sais, je le vois. On est énormément à prompter avec une image, à aller chercher des fonctions de description qui fonctionnent très bien, faire décrire une image pour ensuite après en régénérer une, voire après de générer une vidéo à partir d'une image aussi. Absolument. Et qui ne sont pas forcément nos images. Oui, mais quand on regarde les conditions d'utilisation de ces outils-là, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on met en input dans l'outil est ensuite réutilisé. Donc vraiment, la confidentialité est perdue. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, sur la vente des contenus qu'on va aller générer grâce à des outils d'IA générative, alors ça, c'est la question qui rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, attention, sans copyright, pas de monopole d'exploitation. Donc ça veut pas dire qu'on ne peut pas vendre du contenu qui est généré par IA, mais la vente d'un contenu généré par IA qui n'est pas forcément protégé par du droit d'auteur ou du copyright, elle est moins évidente que la vente d'un contenu protégé par droit d'auteur et copyright. Voilà. Mais tu as le droit de la faire, cette vente ? On a le droit de vendre, effectivement, on a le droit de vendre, mais en fait, aujourd'hui, tant que la jurisprudence n'est pas très claire sur le sujet... Je génère une image mid-journée, je peux te la vendre, j'ai le droit de te la vendre, d'accord. Mais après... On n'a pas forcément de la cession de droit d'auteur, ou alors si on a de la cession de droit d'auteur, il va falloir prouver qu'il y a du travail humain, etc. Et en fait, aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est justement de conserver les preuves du travail humain qu'on va aller faire sur des contenus qui sont générés par IA. Ça a du temps de travail, des itérations, etc. Voilà. Et c'est très important aujourd'hui de conserver ces preuves-là. Si jamais il y a une remise en question des cessions de droit, etc., ça, c'est vraiment un point très important. Ah, ok. Donc, ça, je pense que c'est un bon conseil donc, pour nos éditeurs. D'accord. Donc derrière, moi, on me donnait un petit peu, c'est Jonathan, mon ami de Détroit, qui me parlait un petit peu d'astuces aujourd'hui pour pouvoir copyrighter. Il me disait, l'image, pour pouvoir la copyrighter, on va la rouvrir sur Photoshop, on va changer un nuage, on va rajouter une signature. Et là, tu vois, il y a eu une intervention humaine sur cette image. Et donc ça, entre guillemets, ça devient copyrightable. Alors, je trouvais ça astucieux, malin, et ça ne m'étonne pas de mon ami Jonathan que j'adore. Mais d'une certaine manière, je me dis, tu vois, c'est quand même un peu de la débrouille, quoi. Enfin, et ça correspond un petit peu à une forme de situation floue. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Betty ? Ouais, en fait, ça va être du cas par cas en réalité. Par exemple, en droit d'auteur, savoir si on peut mettre du droit d'auteur ou pas sur du contenu, en fait, on le saura que s'il y a un contentieux et c'est un juge qui pourra décider si oui ou non tel résultat généré par IA peut être protégé par du droit d'auteur ou pas. Alors, comme on disait tout à l'heure, en fait, conserver les preuves d'un travail humain sur une création, ça va toujours permettre de prouver, si on en a besoin, de prouver qu'il y a eu ce travail-là et plaider en notre faveur pour une protection par droit d'auteur. En copyright, c'est plus ou moins la même chose en réalité. C'est l'office du copyright qui va décider s'il y a du copyright ou pas. Mais pareil, il faut conserver les preuves, etc. Et non, en fait, ça me paraît pas si extravagant que ça, ce que tu viens de me dire. Alors, imaginons,
je crée une image, je m'inspire par exemple d'une photo qui existe, d'une pub qui existe. J'utilise cette image en description, cette image pour prompter mon modèle Midjourney, je fais une description, je recrée une image. Là, je m'expose à des poursuites à ce moment-là, en fait, de la part de la marque qui est à l'origine de l'image de base. Ouais, potentiellement. Il pourrait me dire droit d'auteur, utilisation de En fait, utilisation non autorisée d'un contenu source pour générer ensuite un output. Et c'est toujours le même problème, c'est le problème de la preuve. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il rapporte la preuve que vous avez utilisé ce contenu en source. Bien sûr. Mais si la preuve est faite, oui, il peut y avoir des poursuites. D'accord. Ouais. De la même manière, je demande sur Flux, le modèle open source par exemple, de me générer une image avec un logo Louis Vuitton dessus. Si je l'utilise, cette image pour une campagne par exemple, je m'expose aussi à des poursuites. Ouais, et alors ça. Mais pas de la même manière. Effectivement. Pas de la même manière. Alors, les poursuites, c'est toujours du cas par cas. De toute façon, il n'y a pas une façon dont ça se fait, mais ça serait quand même assez similaire là, dans ce cas-là avec le cas précédent. Et là-dessus, moi, mes conseils pour les prompts, effectivement, en fait, mais c'est du bon sens, c'est ce qui se faisait de toute façon même avant l'IA. En réalité, c'est de ne pas prompter en utilisant des noms de marques, etc. Un nom d'acteur. Ça on prohibe. Et puis surtout d'avoir une validation systématique par un humain des résultats qui sont générés. Et puis, mais ça, c'est des choses qui se faisaient en fait même avant l'IA, quoi, avec des recherches d'images, etc. Pour voir si on n'enfreint pas le droit de tiers. Ouais. Si j'utilise, Betty, mon image sur un réseau social aujourd'hui comme Instagram, que mon image a été générée par l'IA, donc cas pratique, cas très simple, est-ce que je suis obligé de le dire si je fais une image avec l'IA pour une pub, et donc, mais que je suis bien auteur de cette image, je l'ai créée, c'est pas ça la question, est-ce que je suis obligé de dire que ma campagne, ma pub ou mon image sur Instagram a été générée par l'IA? Alors, du coup, là-dessus, il n'y a pas d'obligation générale de dire que les contenus ont été générés par IA. Il y a des obligations spécifiques, par exemple dans le cas des deepfakes. Deepfakes doivent être marqués comme tels. Et attention, parce que deepfake, ça peut être tout simplement la traduction, c'est-à-dire la traduction d'une publicité de l'anglais vers le japonais. Et la version en japonais, ce sera un deepfake. Parce que ça a l'air tout à fait réel, mais en fait, ça ne l'est pas. Donc ça doit être marqué comme étant generated by AI. Et ensuite, pour la publicité, il y a des obligations un peu spécifiques qui s'appliquent. Donc, c'est surtout pour la transparence avec le consommateur. C'est-à-dire que, mais ça, c'est vraiment même avant l'IA. On devait dire que les mannequins étaient retouchés, etc. Un peu de la même façon aujourd'hui, en publicité, quand on génère des campagnes avec l'IA, on peut avoir ces obligations de notifier qu'effectivement, c'est du contenu qui est généré par IA, que c'est pour pas tromper le consommateur. Mais t'es obligé? T'as une obligation là-dessus? Ouais, il y a des obligations légales là-dessus. Mais ça date d'avant même l'IA, en fait. Mais est-ce que tout le monde le faisait dans ce cas-là? A priori, oui, c'est-à-dire que... Enfin, je veux dire, une grande partie des campagnes, tu es dans le métro, une grande partie des campagnes, elles vont être retouchées, par exemple. C'est pas forcément écrit sur l'ensemble des visuels. Alors on va avoir suggestions de présentation ou des petites phrases en fait qui vont aller dire que c'est pas tout à fait la réalité, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'un peu amélioré. Et pour les mannequins, c'est mannequins retouchés, etc. Donc normalement, ça doit être écrit sur le visuel. Ouais. D'accord. Mais ça l'est la plupart du temps, moi je le vois. Sur les petites lignes bien sûr. Moi je suis du genre à lire les petites lignes, donc je le vois. Dans le métro, quand on attend le prochain train. Donc, je l'ai déjà vu. Je le vois pas partout, mais je l'ai déjà vu. Voilà, donc c'est pas... Mais donc là, en théorie, on a une obligation sur une campagne qu'on fait de présenter, de dire que c'est généré avec l'IA. Oui, effectivement, sur la publicité. Cette obligation, elle vient d'où? Elle vient de l'AI Act? Non, tout ça, c'est vraiment... Du code de la consommation? En fait, c'est des règles qui sont applicables à la publicité, vraiment. Donc, c'est très spécifique à ça. Et par exemple, si moi, demain, sur mon compte Instagram perso, je génère une photo avec IA, etc., j'aurais pas forcément besoin, sauf si c'est un deepfake, de dire qu'elle est générée par IA. Voilà.
Ok, mais après, de toute façon, il faut, entre guillemets, faire preuve de bon sens. Ouais. On est d'accord, hein. Aujourd'hui, on est obligé de fonctionner comme ça. Ouais, c'est ça. Le temps aussi que tout le monde soit vraiment au courant de ces technologies, de ce qu'on peut faire ou pas. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que ça devient très compliqué. Ça veut dire que même moi, en étant un surutilisateur passionné de l'IA générative, je vois une vidéo d'Elon Musk sur TikTok qui fait l'éloge d'un produit, tu vois, comme ça. Je me dis, ah, dis donc, Elon Musk utilise ce produit pour sa productivité et tout, ça doit être génial. Enfin, tu vois, pendant cette vidéo qui va durer 10 secondes, pendant les 3 premières secondes, je me fais quand même avoir. Tu vois ce que je veux dire? Je tombe dans le panneau. Ouais. Et si je tombe dans le panneau, franchement, il y a pas mal de gens qui tombent dedans. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est quand même assailli de deepfake. Et aujourd'hui, de manière concrète, on ne peut pas savoir si une information est générée par l'IA ou pas. Bah oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'en tout cas, l'IA Act, pour éviter cette manipulation et tout ce qui est fausse information, etc., impose de dire quand il s'agit d'un deepfake. Et c'était le cas effectivement de Tom Hanks aussi récemment, qui a fait des publicités alors contre son gré, bien sûr, en deepfake pour des produits dentaires ou pour des produits miracles contre le diabète. Et effectivement, ça c'est pareil, c'est du deepfake. Il a dû prendre la parole pour expliquer que c'était pas lui. On est sur l'épée à double tranchant de l'IA avec Tom Hanks, parce que, donc, comme tu dis, là-dessus, il prend la parole, il y a ce deepfake contre sa volonté. De l'autre côté, je te disais, je crois que c'est le premier à avoir déjà tout défini dans son testament pour que ses ayants droit, tu vois, puissent continuer à toucher des droits sur Tom Hanks qui apparaît dans un film même après sa mort avec l'IA. Et de l'autre côté, même il a fait un film dans lequel il pouvait rajeunir avec l'IA et il expliquait que ça aurait demandé des semaines et des millions de dollars en post-production, alors que l'IA lui permettait de faire ça en 2 secondes, en temps réel. Donc des côtés super positifs et des vrais dangers, quoi. Oui, et alors c'est hyper intéressant ce que tu dis justement, ça me permet de rebondir sur cette histoire de droit des personnes sur leur image et sur leur voix après leur mort. Là, tout récemment, on a cet exemple de Alain Dorval qui était donc la doublure, en fait, la voix française de Sylvester Stallone. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Bien sûr, j'ai vu le film. Voilà, il y a eu un trailer qui est sorti avec la voix de cette doubleur, en fait, cet acteur-voix, qui en fait est décédé, lui, depuis quelques temps. Voix mythique pour les francophones, voix mythique de Sylvester Stallone qu'on connaît depuis notre enfance. C'est ça, exactement. Et donc, en fait, lui, il était décédé, donc sa voix a été clonée via IA et a permis donc de faire ce doublage. Et toute la question, c'était, mais a-t-on le droit de cloner la voix via IA d'une personne qui est décédée et de s'en servir notamment à des fins commerciales? Bien sûr. Et en fait, ce qui est hyper intéressant là, c'est qu'il y a vraiment des grandes différences, encore une fois, entre le droit qui est applicable en France et aux US sur cette question-là. Parce qu'aux US, comme tu le disais, sur le cas de Tom Hanks par exemple, c'est possible pour les héritiers de gérer la contractualisation du droit à l'image et à la voix de donc la personne décédée. Ce qui n'est pas le cas en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand une personne décède, ses héritiers n'ont pas le droit de signer des contrats qui vont aller autoriser une entreprise à cloner la voix ou l'image de l'acteur ou de la personne, contrairement aux États-Unis. Voilà, et ça, je pense qu'il y aura potentiellement des évolutions du droit, en tout cas en France, sur cette question-là, justement avec des cas comme Alain Dorval tout récemment. Alain Dorval et sa fille Aurore Berger, donc, mais qui n'était pas au courant de ce doublage. Non, alors de ce qu'elle a dit, en fait, c'est que son père n'aurait jamais accepté que sa voix soit clonée de la sorte. Voilà. Donc, effectivement... Franchement, sacrée histoire, incroyable. Autre histoire incroyable, Brad Pitt. Brad Pitt, donc, le deepfake de Brad Pitt et des brouteurs donc, au Nigeria qui ont abusé, arnaqué une femme en France pour un montant de 800 000 euros avec des deepfakes très évolués, toute une série de deepfakes, plusieurs communications différentes, plusieurs technologies utilisées, visuel, texte, images. C'est une affaire terrible. Oui, alors c'est vrai qu'on... Mais c'est important d'en parler. Oui, mais c'est vrai que ça a beaucoup été tourné en dérision sur le web parce que les deepfakes étaient un peu jugés comme grotesques, etc.
C'est vrai que nous, en tant qu'avocats, on sait que les deepfakes, c'est pas nouveau. Et en fait, les personnes qui se font arnaquer par des deepfakes, c'est vraiment maintenant devenu monnaie courante. Moi, je pense qu'on ne devrait pas se moquer de cette personne, en tout cas, qui a osé parler. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que les personnes qui se font arnaquer par des deepfakes, elles n'osent pas parler. Il y a une honte c'est un énorme problème. de se faire avoir. Ce qui fait que derrière, le circuit continue. Le circuit continue et voilà, et je trouve que c'est dommage de prendre en dérision cette affaire-là en se croyant immunisé contre le deepfake, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment tous potentiellement des cibles. Donc, Betty, petite question encore technique, mais une entreprise aujourd'hui, je pense que ça va arriver dans les mois qui viennent, donc ça intéresse un peu tout le monde. Certainement, des entreprises vont commencer à mettre en place des chatbots IA. Ça a été le cas avec Air Canada. Donc, Air Canada, le chatbot a un petit peu déliré. Il a été trop généreux avec un client donc dans la communication. Derrière, le client a gagné contre Air Canada. Si les entreprises aujourd'hui mettent en place des chatbots IA pour renseigner sur leur activité, leur service client, et là ça va certainement se faire parce qu'il y a quand même beaucoup à gagner en temps, en heures, en argent. Comment est-ce que tu vois ces chatbots IA? Quels sont les risques pour les entreprises aujourd'hui de les mettre en place? Alors déjà, sur les chatbots IA, c'est ce qu'on disait, il y a l'obligation en tout cas de renseigner les utilisateurs qu'ils interagissent avec une IA. De se signaler, Voilà, absolument, que ce soit vraiment évident qu'on parle à une IA. Et le cas de Air Canada, effectivement, est très intéressant puisque c'était, comme tu disais, un utilisateur qui avait sollicité un remboursement de son billet auprès du chatbot Air Canada. Le chatbot avait accordé ce remboursement alors qu'en fait, il n'aurait pas dû le faire. Donc, hallucination, comme tu disais. Et en fait, donc le client a gagné ensuite contre Air Canada parce qu'en fait, l'histoire, c'est la responsabilité de l'entreprise qui met à disposition ce chatbot, c'est-à-dire que l'entreprise est liée à ce que va aller dire le chatbot à ses clients. Et ça, c'est un grand principe de la responsabilité dans l'IA. Il n'y a pas de... En fait, c'est la personne qui met à disposition l'IA qui est responsable des actes, des propos qui sont tenus par l'IA. Il ne faut pas croire que parce que c'est un système d'IA, il n'y a pas de responsabilité ou c'est flou, etc. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Donc c'est la personne responsable. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un peu la grande question. Et merci de rappeler ça comme ça. C'est un peu, je prends une photo, la photo elle est à qui? Elle est à moi, elle est à Apple qui me permet de la prendre avec mon téléphone, elle est à toi parce que j'ai pris une photo de toi. Tu vois, c'est un peu cette question. Il y a plein d'intérêts qui sont mêlés, tu vois, entre l'auteur, la technologie, le modèle et tout ça. Comme là, tu vois, ce chatbot, je suis l'entreprise, je l'utilise, mais c'est le chatbot c'est les tokens de OpenAI. Mais donc, en tout cas, aujourd'hui, oui, je mets en place ce chatbot, j'en suis responsable. Surtout quand on est dans un rapport consommable B2C, c'est-à-dire avec les consommateurs, c'est évidemment, oui, on va être responsable du chatbot qu'on met à disposition de ses clients. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, parce que ça me permet juste de rappeler que les IA n'ont pas de personnalité juridique. Ça veut dire qu'en fait, aux yeux de la loi, les IA, ce sont des objets. Donc en fait, un objet ne peut pas être responsable de quoi que ce soit légalement. C'est-à-dire que la responsabilité derrière les faits et actes d'un IA, ce sera forcément une entreprise ou une personne physique. Ce ne sera pas l'IA elle-même aujourd'hui. Les IA n'ont pas de personnalité juridique. Voilà. Donc ça, il faut bien le retenir. Et quand, par exemple, quand on me demande qui serait titulaire du copyright ou du droit d'auteur sur des créations générées par IA, c'est une question qui est très vaste et je ne peux pas faire de réponse courte. Mais en tout cas, pour faire une réponse courte, je peux te dire qu'en tout cas, le copyright ou le droit d'auteur n'appartiendra pas à l'IA. Ça, c'est certain. Très intéressant. Très intéressant. Merci de rappeler donc que l'IA n'a pas de personnalité juridique. Après, ça va être à mettre en perspective. On va voir comment tout ça va évoluer. On parle des agents, le grand sujet de 2025, des LLM dotés d'une capacité d'action, donc plus d'autonomie, plus de pouvoir de décision. Peut-être qu'un jour, ils auront, tu vois, le droit de faire des transactions en crypto, donc capacité de paiement, quoi. Peut-être que petit à petit, ces agents, ils finiront par avoir
une personnalité juridique, quoi. Oui, peut-être. C'est un sujet qui est discuté en fait depuis assez longtemps maintenant. Il y a cette discussion, en tout cas en droit, sur doit-on accorder une personnalité juridique aux robots. Alors peut-être qu'effectivement ça évoluera. En tout cas aujourd'hui c'est pas le cas. Et dans l'IA Act notamment c'est pas le cas. Aux États-Unis c'est pas non plus à l'ordre du jour. Donc voilà. Il n'y a pas de pays dans lequel aujourd'hui c'est à l'ordre du jour ça. Super Betty. Merci beaucoup. L'AGI, les progrès incroyables de l'IA, la vitesse de développement de l'IA, toi tu vois ça comment en ce moment? Tu me dis, bon, l'IA ne peut pas encore faire un job d'avocat, mais tu vois quand même une progression? Ah oui, c'est certain que même quand je te disais que j'ai commencé à utiliser Midjourney en 2022, aujourd'hui Midjourney n'a plus rien à voir en 2025. On est d'accord. Et c'est la même chose pour les LLM, etc. Alors, oui, c'est une grande progression, etc. Après, sur ce qui est de l'AGI, moi j'avoue que je ne suis pas grande technicienne de ça et je laisse ça aux professionnels, mais je lis et je m'informe et j'ai tendance à me ranger plus derrière les propos d'Yann Lequin là-dessus, quand il nous dit que c'est quand même pas encore pour tout de suite l'AGI, plutôt que derrière les propos d'un Elon Musk, qui nous dit tous les 4 matins que c'est l'AGI, etc. Mais en réalité, Elon Musk, il nous promet des voitures qui se conduisent toutes seules depuis 2018. Voilà. Et ça, par exemple, une voiture autonome, ça serait la preuve d'une AGI qui est capable, dans un contexte, en fait, d'imiter totalement une intelligence humaine. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis assez prudente. En fait, je suis pas vraiment en béatitude, moi, devant l'IA. Mais je pense que ça doit être mon côté un peu juriste donc qui voit souvent les risques et puis assez terre à terre. Mais parce que c'est aussi ce que me demandent mes clients en réalité. Mais donc voilà, tu vois, c'est un peu ce que je pense de l'AGI. Bien sûr. Voilà. Ouais. Écoute, on verra. En effet, il y a plusieurs teams. Mais après, Sam Altman, Dario Amodei de Anthropic, et eux, ils voient cette AGI en 2027. C'est voire avant. Donc les années qui arrivent là vont être décisives. On a un progrès exponentiel en tout cas sur ces technologies. Betty, dernière question. Est-ce que tu as un livre à nous recommander ou un film de science-fiction si possible? Oui, écoute, j'ai lu un livre de science-fiction tout récemment qui était très bien. De Kazuo Ishiguro, qui est un auteur japonais, prix Nobel de littérature en 2017, qui en fait a écrit un livre qui s'appelle Clara et le soleil. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que c'est un livre sur le compagnonnage IA, c'est-à-dire les amis artificiels. On est dans un monde un peu futuriste où en fait les enfants grandissent avec un ami artificiel et ne vont plus à l'école et voilà. Et en fait le roman il est écrit du point de vue de cet ami artificiel. Donc en fait on lit un roman qui est écrit du point de vue d'une intelligence artificielle qui comprend très très bien le monde dans lequel elle vit, enfin je veux dire qui est vraiment très très avancé. Mais qui a vraiment toujours cette logique et qui se base que sur de la logique et de la science tout le temps pour prendre des décisions, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est hyper intéressant parce que c'est très bien écrit d'abord et puis ensuite parce que, en tout cas moi je me suis rendu compte que la logique et la science c'est toujours un tout petit peu à côté de la plaque par rapport à comment un humain verrait le monde. Et c'est ça que je trouve très intéressant et j'ai beaucoup aimé la lecture donc je le recommande. Excellent. Merci beaucoup Betty. Merci d'être venue sur le podcast. C'était un plaisir de te recevoir. C'était riche d'enseignements par rapport à toutes ces questions qu'on se posait sur le droit et l'IA. Merci Betty. Et donc, je te dis à très bientôt. Merci à toi Nicolas. À bientôt. Merci. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Comptoir IA jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux. Et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoir IA. À bientôt!